Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode 12. Fernand Lopez, toujours plus élégant. Bonjour Fernand, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, programme particulièrement chargé puisqu'on va revenir sur les actualités du moment, bien évidemment, mais aussi le gros sujet et puis les questions que vous pouvez poser à Fernand chaque semaine. Alors Fernand, on va commencer par le FFA Challenge. Tu étais présent pour la victoire de Riz Lenzouak, la défaite aussi par décision partagée de John Cazeneuille, également pensionnaire du MMA Factory. On va commencer par la bonne nouvelle, bien évidemment, c'est Riz Lenzouak qui retrouve la victoire et vous pourrez, bien évidemment, petit teasing, hein, avoir un petit reportage, la sueur inside sur cette victoire. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce retour de Rizlan? Euh, une bonne nouvelle, ça fait du bien parce que c'était difficile. Du coup, elle se retrouvait sur deux défaites consécutives puisque elle a une défaite, on va dire une belle défaite d'ailleurs, pour la ceinture de l'EFC en Afrique du Sud. Il y a de cela 3 ans maintenant. Et ensuite, elle combat à l'Octogone un mois avant, enfin, je sais pas, ça remonte à quoi, 2 mois, je sais plus. Et ensuite, elle a cette défaite où le combat commence. Enfin, la fille, c'est vraiment une tueuse, une jeune fille qui a la pêche, qui est très agressive en boxe taille et au sol. Et donc, elle prend un knockdown par Island, mais finalement, elle fait son chemin et elle finit par soumettre Island à un moment donné. Et donc, si tu veux, pour un athlète, à ce moment, il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent où on se dit, bon, je vais peut-être arrêter, je suis fatigué. Et Rislen n'a jamais eu ces moments-là de doute. Elle est restée super solide et je la, je la prends pour un modèle pour les sportifs, dans le sens où la préparation pour une compétition ne commence pas juste au moment où tu es en train de faire le sport, où tu vas combattre. La préparation, ce n'est pas juste l'action sportive, c'est l'intention que tu as tout autour de ça. Avec la pandémie, le Covid et tout ça, la charge administrative que doivent faire les athlètes est encore beaucoup plus élevée. Et j'ai beaucoup apprécié durant cette préparation son implication à vouloir faire le combat. Elle a eu une annulation de combat, et il y a eu des problèmes de papier, il manquait des documents, et elle n'a pas arrêté de faire plein de documents, comme tous les autres d'ailleurs, hein, mais euh, on sentait qu'elle était proactive. L'équipe du management a beaucoup aidé John et Messi, alors que Rislane, elle s'est vraiment déchirée. Elle s'est déchirée, elle était motivée, elle est toujours ponctuelle, toujours assidue, toujours. Il y a tous ces petits trucs mis bout à bout qui font que j'apprécie beaucoup la personne et j'apprécie beaucoup son implication pour sa propre victoire. Donc, du coup, la victoire est d'autant plus enfin, comment dire, est jouissive parce que tu vois qu'elle n'a pas lâché l'affaire et que ça a apporté ses fruits. En plus, elle tombe sur une adversaire qui n'est pas simple. Le même style qu'elle, un niveau de judo européen, long, la sparring partner de Randani, l'ex-championne de l'UFC, l'Hollandaise, et ça fait 2 ans qu'elle est quasiment la main sparring partner de cette fille-là. Donc, du coup, super habituée sur le kick, super confortable sur le judo, bien au sol, et puis balèze. Parce que du coup, Rislem, elle a combattu à 60, au lieu de 61 kilos qui était sa caté, où elle devait combattre, elle a combattu à 66 kilos. Donc, elle a senti une grosse puissance de la part de son adversaire. Et quand tu as fait, je sais pas, 15 ans de judo comme Rislem, et que tu fais tout un combat sans mettre une seule projection, mais tu gagnes le combat à la décision unanime, bon, on peut dire que ça va, tu commences à maîtriser un peu les rudiments du MMA, tu commences à avoir le fight IQ de pouvoir mettre des kicks, des low kicks, des middle kicks, des high kicks, des coudes, des back fists. Donc, on peut dire que tu commences à capter quand même ce qui se passe dans la logique interne du MMA. Donc, satisfaisant.
Et satisfaisant, mais là tu vas me dire, bon bah Guillaume, pourquoi tu te projettes déjà, mais pour Islam, donc là la suite, est-ce que finalement là se dire l'UFC ou une grosse organisation internationale, c'est toujours d'actualité, ou vous allez prendre les combats petit à petit là? On va prendre petit à petit. Le plus important, on va le prendre petit à petit. Le Ramadan commence, elle va se mettre en mode jeûne. Elle s'est déjà mise en mode jeûne et donc du coup, même si on va maintenir des entraînements à dose homéopathique, elle ne pourra pas combattre avant le mois de juillet. Donc on prévoit son retour pour le mois de juillet. Quelle organisation, ce n'est pas encore très précis. Je sais que j'ai eu l'opportunité, j'aurais pu euh, la passer au Bellator et, et elle ne souhaite pas, en tout cas pas pour le moment, aller au Bellator. Euh, Ok, ok. donc, du coup, on va continuer à écumer ce qu'il y a comme petite organisation et puis on verra bien. Mais voilà, on sait juste qu'elle est de retour, elle est bien dans sa tête, elle est bien physiquement, elle va se reposer. Ensuite, on va repartir à partir du mois de juillet sur d'autres événements et pourquoi pas Arès. Ok, ok, le teasing se poursuit. Bien maintenant, on va aller un petit peu plus à l'international. Vous avez pu le Euh, suivre. Oui, je n'ai pas parlé de John. John, on parle de John, mais c'est pas. Ah oui, Je disais peut-être que tu sinon, voulais pas en parler, c'est pour ça. Parlons de John. ah, si, j'ai pas envie de. Non, non, non. Les défaites sont très instructives. La défaite de John était super importante pour nous. Pas qu'on la voulait, mais personne n'aurait cru que John pouvait perdre, en tout cas par ce combat, parce que John, c'est un phénomène. Et j'ai beaucoup aimé son retour, son débriefing lui-même sur le combat où il a fait un post où il expliquait voilà, quoi, qui n'a pas été là, qui n'a pas été présent et qui ne veut pas trouver de fautes. Et pourtant, je pourrais en trouver plein de fautes, enfin plein d'excuses, qui ne veut pas trouver d'excuses. Et pourtant, des excuses, je pourrais en trouver plein. Euh, c'est, euh, il a été brave de maintenir le combat alors qu'il était blessé au cervical, qu'il était. C'est pas une excuse du tout puisqu'il a accepté le combat, il le savait, mais il a passé 3 mauvaises semaines avant le combat. Et voilà, la leçon que j'en tire, c'est quand tu sens que tu n'es pas bien et que tu ne le sens pas bon, dis-le et comme ça on arrête et que voilà, peut-être j'aurais dû stopper, peut-être j'aurais dû annuler le combat, mais en tout cas, il a tenu à faire le combat, il n'a pas été à son top et surtout, il n'a pas été coachable. D'habitude, il est très coachable. Il n'a pas du tout été coachable. Enfin, c'était pas John, quoi. Enfin, il n'a pas écouté tout ce qu'on donnait comme consigne. Il n'écoutait pas du tout. Il était vraiment dans une espèce de résignation, une espèce de. Notamment John qui va au sol et qu'on amène au sol et on a un protocole très carré au MMA Factory quand tu tombes et tout. Tu as 2 questions à te poser. Est-ce que je suis dominant au sol ou est-ce que je vais être dominé au sol? Si la réponse c'est je vais être dominé au sol, le protocole se met en route. J'ouvre ma garde, je pose mes pieds par terre, je mets mes mains par terre, je vais chercher la cage, je remonte. Le protocole pour remonter, pour se relever en base. Et John ne l'a pas fait. John n'a pas pu le faire. Euh, il était certainement fatigué, mais pas que de la fatigue physique, mais aussi psychique. Je pense que quand tu ne penses pas au présent et que tu n'arrêtes pas de penser à l'action d'avant, ça peut mener à ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, un peu déçu pour lui, mais très content de l'avoir comme élève, parce que je sais que c'est quelqu'un qui va rebondir, qui va remonter. Voilà, donc j'ai une entière confiance en lui pour qu'on remonte la pente et qu'on fasse des victoires. Très bien. Et plus globalement, d'ailleurs, ton retour sur le FFA Challenge. Belle organisation. Franchement, niveau national, belle organisation. OK? Il y avait. Euh, tout était réglé. Tout était réglé. Pas du grand tapis rouge et tout ce qui va avec, mais en tout cas, le protocole sanitaire a été respecté.
Tous les athlètes ont été testés en amont. Tout le monde a fait un effort de rester avec le masque souvent. Donc, les masques étaient offerts par l'organisateur, par les organisateurs. Je parle euh, de mes deux amis, Mathieu Nico et puis Yann. Et, euh, et donc, si tu veux, non, j'ai apprécié l'événement. Le travail de la fédération aussi a été optimal dessus sur la supervision de l'événement. C'était archi correct. On respectait deux personnes dans chaque coin, étaient respectées pour le même événement. Il y a eu trois personnes sur chaque coin. C'était archi carré. Il y avait une seule personne qui rentrait dans la cage s'il y avait un codeman qui rentrait. Sinon, il y avait deux personnes qui rentraient. C'était archi carré. L'organisation s'est très bien passée. J'ai beaucoup apprécié quelque chose qui est là sur Paris, très proche, où on peut aller rapidement. On a la compétition et puis on rentre chez soi. Parce que quand je compare les deux, Rizlan qui va en République tchèque, qui se casse la main, qui revient 2 jours après et qui va faire 3 transferts d'avion et tout. Et là, tu prends la route en voiture, tu as 30 minutes, tu vas faire ton combat, tu rentres chez toi. C'est plutôt confortable. Ça m'a fait plaisir de vivre cet événement-là. Ok, bon bah très bien, très bien. En tout cas, il y aura d'autres événements FFA Challenge à Paris et en dehors à l'avenir. C'est ce qu'a dit Monsieur Mathieu Nicourt. Bien maintenant, on va passer à vous avez pu le suivre sur Twitter, sur le Twitter de Fernand Lopez, qui était absolument dévasté comme une bonne partie de la planète MMA. Son pound for pound. Dimitrius Johnson s'est fait finir pour la première fois de sa carrière au ONE FC. Il affrontait Moraes pour la ceinture. Bah voilà. Alors, pour toi, que penses-tu de cette défaite? On a tout vu sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui parlent d'un complot anti-Dimitrius Johnson, alors que quand même, son entraîneur est également vice-président du ONE FC, donc ça paraîtrait quand même un petit peu improbable qu'il y ait un complot anti-Dimitrius Johnson. Mais plus globalement, toi, sur son combat, sur sa défaite, qu'est-ce que tu en as pensé? Au-delà de la tristesse, bien évidemment, parce que bon. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment été envahi de tristesse parce que pour moi, c'est voilà quoi, le mec le plus complet. Si tu lui rajoutes des muscles et tu lui rajoutes de la viande Des centimètres. de la taille, bah, tu en fais une machine de guerre, quoi. Et oui, voilà, j'ai été touché. Maintenant, je pense que non, il est juste, enfin, son règne a quand même duré finalement. C'est ça. Faut pas trop lui demander. Ce mec a défendu la ceinture 10 fois à l'UFC, je sais pas, 11 fois, je sais plus. Et il arrive au ONE FC, il fait des années. Enfin, au bout d'un moment, un être humain, ça vieillit, quoi. Ça finit. Donc, du coup, je pense que on commence à avoir la petite. Enfin, on commence à aller vers la décadence. Je ne sais pas à quel moment ça va vraiment se déclencher. Et puis Moraes, un gros client Mm. qui est sous-estimé, un très gros client. Donc, non, ça me choque parce que c'est un monument qui tombe. Mais en soi, ce n'est pas. Enfin, ça fait trop longtemps qu'il règne, ce jeune homme, et c'est bien que les choses changent, qu'on avance. Et globalement, toi, par rapport justement au NFC, Dimitri Johnson a dit qu'il n'avait pas de problème avec cette règle-là, qui fait que, bien évidemment, qu'il y a eu l'uppercut qui l'a sonné, et ensuite ce fameux genou. Toi, tu penses quoi de ces règles du NFC qui sont différentes de celles de l'UFC, où justement on ne peut pas mettre de coup de genou dans cette position-là? Et Dimitri Johnson a dit qu'il était parfaitement OK et que pour lui, au contraire, il préférait les règles du NFC. Gentleman. J'ai beaucoup apprécié sa manière de. Enfin, il y a peu de personnes qui peuvent avoir ce niveau de fair play, de se dire il y a une règle qui sort des règles unifiées, qui me met KO, qui me fait perdre un combat, mais je vais quand même rester pour ces règles. Je trouve que c'était grand chevalier. Maintenant, spectaculaire comme règle, et puis la différence ne me gêne pas. J'aime bien qu'il y ait de la diversité. J'aime bien de pouvoir switcher, d'entraîner des gars sur différentes règles. J'ai un élève à moi, le japonais Yoshiki Nakahara, qui a gagné d'ailleurs la semaine dernière au ONE FC, au même moment que Brésilien combattait, il a gagné par disqualification parce qu'il a eu un mauvais coup. Bah,
J'aime bien l'entraîner ou envisager de le manager sur d'autres règles. J'aime bien qu'il y ait de la diversité et ce serait vraiment ennuyeux d'avoir une feuille rouge complètement partout. Donc, non, j'aime bien l'idée de garder un peu de pride Hmm. dans ce qui se passe au NFC. Et globalement, toi, de leur système de pesée au NFC, qu'en penses-tu exactement? Parce que, en gros, si vous voulez, pour celles et ceux qui ignorent, au NFC, toutes les catégories sont. Enfin, c'est par exemple les flyweight du NFC sont les bantamweight de l'UFC. Les lightweight du NFC sont les welter, sont les 60, enfin bref, wow, les lightweight du NFC sont les welterweight de l'UFC. Et il n'y a pas exactement de système de pesée comme à l'UFC où là, justement, il y a un suivi qui se fait sur la durée. Et il n'y a pas non plus de pesée cérémoniale. Attention, il y a deux pesées quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a voilà, on vérifie que ton poids, tu ne triches pas et qu'on peut le revérifier le lendemain que tu sois au même poids. Euh, le changement de nom n'a pas de différence. C'est juste que, bon, tu changes de nom de catégorie, quoi. Au lieu de dire bantamweight, tu dis featherweight, mais ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est de comprendre que euh, on invite les gens à aller dans la catégorie au-dessus. C'est cette action-là qui est C'est intéressante. ça. Ce n'est pas le changement de nom qui m'impressionne, c'est qu'ils sont en avance sur la prévention euh, de l'effet délétère du cutting. Et donc, c'est très bien qu'ils soient sur cette prévention-là de l'effet délétère du cutting et qu'ils soient euh, avant-gardistes. Ils sont en avance sur l'UFC, sur cette partie-là, l'ONFC, de dire que on va, alors l'UFC a rajouté un peu sa règle de monitoring sur une semaine, mais je pense que on a moins de problèmes de cutting au ONFC qu'à l'UFC. Mais pour toi, justement, parce que moi, ce que je trouve intéressant avec le NFC, c'est vrai que des Eddie Alvarez ou Dimitrius Johnson, qui à l'UFC ont quand même, peuvent jouer énormément sur leur physique, là se retrouvent dans des catégories où, pour le coup, c'est complètement inversé. Dimitrius Johnson l'a été face à quelqu'un qui avait un net avantage sur lui, et c'est vrai qu'Eddie Alvarez, sur tous les combats qu'il a eu au NFC, c'était beaucoup plus compliqué aussi. Donc c'est là Il, aussi, je pense que les Américains doivent faire un ajustement par rapport à ce qui se passe, à ce qu'ils font il, d'habitude aux il États-Unis. pourrait dire qu'ils veulent changer de caté. Mhm. Qu'est-ce qui empêche Eddie Alvarez de dire, OK, je change, je descends? Ah bah parce que je pense que le problème, c'est que comme il doit pas dépasser un certain pourcentage, bah ça peut être compliqué parce qu'il devrait faire du cutting. Voilà. Donc, c'est toujours une affaire, c'est surtout une affaire de pourcentage à ne pas dépasser. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut être très dur, pour réguler la chose. Mais en tout cas, voilà. C'est bien que dans le monde, il y ait des visions différentes sur l'approche d'une même discipline parce que ça permet qu'on, même si on est en harmonisation avec les règles de manière générale, ça permet qu'il y ait une diversité et ça permet aussi d'avoir un autre langage. C'est rare d'avoir euh, que l'unanimité vienne donner la vérité. C'est bien que la vérité parte un peu de partout et qu'on ait quelque chose d'assez, de relativement mixte. Hmm. Je, Eddie Alvarez, c'est pareil. Ces défaites ne sont pas dues que par la différence de poids. Complètement, complètement. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire que Eddie Alvarez, ça fait longtemps quand même. Celui qui a fait une masterclass sur Eddie Alvarez, qui s'appelle Conor McGregor, même lui, il est en pente descendante. Enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas imaginer que ces mecs-là sont éternels. Au bout d'un moment, ils fatiguent. La carrière, finalement, d'Ed Ladet, c'est très rapide, ça ne dure pas tant que ça. Et donc, on a toujours l'impression que ces mecs seront au top tout le temps. Non, au moment où ils vont, il faut capter qu'au moment où ils sortent de l'UFC, c'est que l'UFC a compris qu'ils commencent à être rincés, quoi. Enfin, au moment où ils sortent, c'est une deuxième, on va dire qu'on les réactive une deuxième fois, mais on est sur une deuxième vie Oui, de la oui, carrière. Et donc, ne nous attendons pas à ce que ce soit très brillant non plus. Au bout d'un moment, ça va commencer à devenir terne. Et c'est le moment on voit que ça devient compliqué. Dans le cas d'Eddie Alvarez, moi, je suis déçu que son combat ait été aussi prématuré, ouais. arrêté aussi prématuré, parce que c'était une frappe. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de, de, de fort avertissement. Il n'y a pas eu. C'était direct disqualification. Je trouve un peu ça difficile quand tu vois ce que c'est que la préparation d'un athlète.
Et je trouve d'autant plus difficile qu'il accepte très sportivement. Il a eu un discours assez fair-play en disant les règles, c'est les règles. L'arbitre a décidé. Et puis voilà, c'est fini. Et bon, voilà, ça me désole pour lui parce que il a fait un bon boulot. Il a une période difficile de sa vie, de sa carrière. Et C'est chaque ça. petite victoire compte. Exactement, ouais. Et puis rappelons que Dimitrius et Eddie Alvarez n'avaient pas combattu en 2020 à cause du coronavirus, donc c'est vrai que pour eux, il fallait aussi rembrayer sur la marche avant. Donc voilà, là maintenant, bon, je sais pas si on en parle, mais c'est donc Rug a enchaîné une nouvelle victoire, mais là on n'en apprend pas grand-chose, enfin, en tout cas pour ma part, hein, parce que il a affronté un kickboxer qui a été prévenu 10 heures avant le début du combat. Ils ont réussi à trouver quelqu'un. Donc bien évidemment, il s'est imposé. Je sais pas si toi t'en tires quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a pas, bon, il y a une victoire de plus finalement. Oui, c'est une victoire de plus, il faut dire ça. Mais effectivement, c'est pas brillant. En gros, moi, j'ai eu deux attaques. Quand il a combattu, j'ai eu deux attaques de deux poids lourds qui m'ont écrit en me disant, je t'avais demandé que je voulais affronter Regreg et tu m'avais dit que j'étais sur un rouge et que tu ne pouvais pas m'embaucher sur un reste parce que j'étais un rouge. Et là, tu as vu le One FC, la chèvre qu'ils lui ont mis. Et moi, tu m'as dit de ne pas l'affronter alors que ce mec-là, voilà. Donc, oui, ils ont fait fort. C'est là où l'Asie, avec les freak shows, ils ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir faire avancer les personnes qui rapportent de la visibilité chez eux. Bon, voilà. Bon, après, il avait que 10 heures, hein, 10 heures pour trouver un remplaçant, donc c'était assez compliqué. Maintenant, Fernand, on va passer donc au gros sujet du jour, c'est les short notice. Faut-il accepter ou non les combats en short notice qui peuvent changer une carrière ou au contraire, quelque part, peut-être vous briser? On ne sait pas. Donc là, c'est le cas avec Kevin Holland qui affrontait Marvin Vettori le week-end dernier. Bon, c'était quand même intéressant pour Kevin Holland parce que il y a quelques semaines, il affrontait Derek Brunson, premier main event de sa carrière à l'UFC. Kevin Holland, quelqu'un qui va impressionner le King l'année passée, 5 combats, 5 victoires, record égalé. Ce côté, finalement, j'accepte absolument n'importe qui. Il l'avait fait également contre Thiago Santos chez les light heavyweight. Et donc là, finalement, donc Kevin Holland, malgré sa défaite, il affronte en short notice le numéro 6 mondial Marvin Vettori. Bon, ça n'a pas suffi encore une fois, mais voilà, Kevin Holland a quand même eu 2 combats en quelques semaines face à 2 membres du top 10. Oh, c'est compliqué ça comme sujet, dans le sens où il s'agit de décisions. Et ce sont des décisions auxquelles j'ai été énormément confronté. Est-ce que je donne un short notice ou pas un short notice? Quels sont les choix à faire? C'est bizarre parce que là, j'ai envie de dire que vu comment il a perdu les 3 semaines avant contre Bronson, c'est ça? Ouais, contre Derek Brunson, ouais. Derek Bronson, le voir revenir sans avoir corrigé, sans avoir eu le temps de corriger la manière de défendre les amener au sol, Mhm. c'est bizarre. Ça me fait bizarre. C'est-à-dire Ah que ouais. le short notice en lui ne me gêne pas beaucoup, mais c'est que tu sais c'est quoi ton défaut. Tu sais quoi, qu'est-ce qui t'a fait défaut. Tu sais qu'à partir du moment où on a repéré ton défaut, on va insister dessus. C'est là où j'aime les méthodes rapides, les méthodes qui font qu'un élève puisse accélérer sa carrière. C'est ce que nous, on fait au MMA Factory. Ce que nous faisons au MMA Factory, c'est qu'on aime l'idée de ne pas construire toute la carrière parce que si on avait attendu que Francis sache faire tous les renversements possibles et toutes les soumissions possibles pour arriver à la ceinture de l'UFC, ça aurait pris 10 ans. Mais on s'est dit, on va se mettre dans une situation où on évite de l'amener au sol et on va progresser par nos points forts. Même chose pour la plupart des gars du MMA Factory qui sont allés à l'UFC. Taylor Lapillus, on a eu le même style. Michael Lebou, on a eu à peu près le même style de se dire, OK, il n'est pas, c'est pas un tueur à gage, il n'est pas complet, mais on a ce qu'il faut pour aller chercher les victoires qu'il faut pour faire accélérer la carrière. Et c'est là où il est bon, Kevin Holland, de se dire, OK, je n'ai pas la lutte, mais j'ai un bon striking. Si je suis agressif en striking, je peux
capitaliser quand tout le monde du MMA est en train de mourir. On est en pleine pandémie. Il y a quasiment personne qui combat. Les mecs combattent même en temps réel 2 fois par an et lui va faire 5 combats en l'espace de combien de temps? Je ne me rappelle plus. D'entre mars et décembre. Voilà, c'est juste phénoménal. Bah d'ailleurs, là, en un an, il aura fait 7 combats à l'UFC. C'est ça. Et donc, ce côté qui est bien, qu'on apprécie beaucoup, parce que c'est un accélérateur de carrière, quand, en pleine pandémie, si tu peux être en santé, éviter de trop te blesser, donc de faire trop de sparring dur, si tu peux te débrouiller pour que tu restes dans une cellule et éviter le Covid, tu peux terriblement capitaliser quand les autres sont en ruine. C'est toujours l'effet des crises économiques. Lors des crises économiques, il y a toujours des personnes qui vont spéculer sur la crise. Là, il y a la pandémie, il y a des gens qui sont en train de mourir, mais il y a certains qui s'en sortent bien avec le vaccin. Enfin, de l'autre côté de la barrière, qui fabriquent le vaccin. Et donc, c'est la même chose avec le MMA. Au moment où tout le monde était en difficulté de combat, la stratégie de Kevin Holland, ça a été: je prends tous les short notice possibles. Il a pris le premier short notice contre quelqu'un de beaucoup mieux classé et dans une catégorie supérieure. Et il a fait un combat, somme toute, décent. Ça lui a valu de signer rapidement d'autres combats. Je pense que sur les 5 combats, tous les 5 combats étaient des short notice. Il devait prendre quelqu'un, la personne se blessait ou il remplaçait quelqu'un. Ça a toujours été ça. Il a enchaîné son processus et il a battu le record. Jusque-là, on est content. Mais là où moi, je suis plus content, c'est quand il fait ce combat contre Derek Bronson, il perd le combat. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Sur le grappling, dont la manière de juger qui est le grappling, la domination, il perd le combat dessus, il revient contre Marvin Victory et il sait ce qui va se passer. Mmh. Et c'est difficile parce qu'il y a une méthode qui permet pour un combattant qui est comme lui d'avoir des short notice, il y a une méthode qui est d'avoir un bon footwork. C'est ça. Les déplacements permettent de combler les lacunes en lutte. J'ai un exemple à la française avec Arnold Quero. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est Arnold. Oui, complètement. C'est un jeune qui était au MMA Factory à l'époque, qui est arrivé avec une série de défaites et avec lequel on a remonté la pente parce qu'il avait un point fort, c'était de comprendre les déplacements. Moi, tout ce que j'ai rajouté dans le système d'Arnold Quero, c'était les déplacements et il a gagné. Il est monté sur 10 victoires consécutives avec du 1-2, gauche-droite. Aussi simple que ça, basique. Mais il était intouchable. Alors, il arrivait, short notice de 2 semaines, mais il avait le footwork. Parce que quand tu t'habitues à la pliométrie basse, à sauter souvent à la corde ou à te déplacer sur cette petite pliométrie basse on parle de pliométrie basse quand on est à moins de 20 cm de sol sur les sauts, dont la pliométrie est définie comme les rebonds successifs sans temps de pause entre les deux. Et ça permet de renforcer les membres inférieurs et de permettre les déplacements. Et voilà une stratégie sur laquelle moi j'aurais vu Kevin Holland. Là, aujourd'hui, il y a tout le monde qui lui offre la lutte. DC lui a dit: tu viens chez moi, je vais t'apprendre à lutter. Et il a accepté. Et il a accepté, il a dit: je passe chez DC, je fais la lutte, ensuite je rentre chez moi. Bref, tout le monde est en train de dire: va là-bas apprendre la lutte, va ici apprendre la lutte. Et ça, c'est le début de la confusion. Parce que peu importe le niveau de lutte qu'il luttera, il ne pourra jamais lutter comme des vrais lutteurs. Il aura toujours du retard sur la lutte. Et comme il est un bon striker, autant capitaliser sur les déplacements avec changement de direction. Parce que si je suis hors de ta portée sur les frappes, alors je suis hors de ta portée sur la lutte. Et j'ai résolu avec une seule pierre, j'ai fait 2 coups. Moi, je pense que c'est la stratégie qu'il devrait prendre. Le short notice, aujourd'hui, si je dois donner un conseil pour les jeunes, c'est l'arme fatale pour accélérer sa carrière. Si tu es capable d'être constamment en forme,
si tu es capable de monter, combattre près de ta catégorie, c'est un suicide de tout le temps vouloir coter 10 kilos. Tu ne peux pas faire des short notice. Avec la pandémie, il y a très peu de combats. Voici ce qui se passe. Il faut que les gars comprennent ça à titre de management. Chaque organisation et chaque manager a un écosystème dans lequel ils fonctionnent. Quand tu vas au Brève, ils ont un écosystème. Des personnes qui ont été formées par l'IMAF, qui sont des amateurs montés au Brève et qui sont l'ADN du Brève parce qu'ils sont des clients du Moyen-Orient, des personnes de la sous-région Middle East et qui vont être les bons clients. On les prend en priorité dans l'organisation. Quand tu vas au Bellator, il y a des personnes qui sont des personnes prioritaires qu'on met en avant d'abord parce qu'elles sont des clients de ce côté du monde-là. Sinon, on fait le Bellator Europe qui est quasiment, il n'y a quasiment personne, le Bellator Israël, où il y a quasiment, le niveau il est tellement bas, c'est effarant. Mais le vrai Bellator aux États-Unis, ils vont prendre essentiellement les clients de là-bas. Si tu vas en Asie, c'est le même truc. Il y a des personnes qui vendent des places là-bas, qui sont des personnes de la famille comme Christian Lee et Angela Lee, qui sont des personnes qui vont successivement être... Donc, toutes les organisations ont... J'ai des gars que j'ai en management qui posent la question, mais pourquoi nous, on est toujours en short notice et les autres pas en short notice? Dans cette organisation-là, tu seras souvent en short notice. Effectivement, si tu es français, et qu'on essuie Arès, il est fort possible que tu sois prévenu 6 mois en avance et que je me mette à chercher des clients venus de l'extérieur pour toi parce que tu es à la maison. Et la seule manière de lutter contre ça, c'est d'être un couteau suisse. Se rapprocher du poids de son corps. Laisser une marge de 3-4 kilos max au-dessus du poids de son corps. Parce qu'en réalité, quand tu fais du cutting, quel que soit ce que le diététicien va te raconter, il y a quand même une déplétion, une petite perte de force. Il y a quelque chose qui se compense. Il y a une souffrance, il y a une pénibilité à perdre le poids, il y a une pénibilité à ne pas manger bien. Il y a, ne serait-ce que la sérotonine, l'hormone du plaisir, du bonheur, du fait de ne pas pouvoir manger une glace, un truc sucré qui te fait du bien, qui va te manquer. Et ça peut avoir des effets, pas néfastes, mais des effets qui vont amoindrir tes capacités. Si tu vas près de ton poids, il est possible que tu te sens mieux. Il est possible, je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Il est possible que tu sois bien confortable. À ce moment, tu te débrouilles pour que lors de tes entraînements, que tu ne te disperses pas comme on le fait en ce moment, que tu restes sous un protocole assez strict de confinement. Les sacrifices qu'on fait dessus sont énormes. Moi, dans mon cas, par exemple, ma fille n'en peut plus de faire des tests. Elle ne vit pas avec moi. Et quand elles viennent me rejoindre, elles font des tests le week-end parce que, comme elles vont à l'école, elles passent, elles font le test, ensuite j'ai les résultats et puis on peut se voir. Moi, de mon côté, moi, de mon côté, j'ai fait mes tests de l'autre côté et puis je suis sûr que je ne contracte pas le COVID pour ne pas contaminer mes élèves que j'entraîne le soir ou le lendemain. Quoi qu'il en soit, je mets tout en route pour que je sois free COVID. Ça peut arriver, je ne suis à l'abri de rien. Quoique, j'ai fait le nécessaire pour être à l'abri avec le vaccin, mais malheureusement, avec tous les variants qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas vacciner. Le vaccin qu'on a ne peut pas prévenir tous les variants. Mais quoi qu'il en soit, si un athlète aujourd'hui est souvent près de son poids, est free COVID, il n'a pas de COVID, il est fort possible qu'il avance rapidement sa carrière parce que les événements en question qui ont déjà leurs clients vont faire appel à lui. Certes, ils vont faire appel à lui, pas parce qu'il est favori, mais comme lui, il est tout le temps en forme et qu'il sait qu'il va toujours être appelé à la dernière minute, voilà comment on peut accélérer la carrière. Et mon fin mot, c'est ça, c'est de dire que ma posture sur le short notice, c'est une arme fatale pour accélérer la carrière. Bien entendu, il ne faut pas prendre n'importe quel short notice.
statistiquement, on a constaté que les personnes qui avaient préparé leur combat et qui attendaient, et donc qui n'ont pas de short notice, qui étaient préparés et qui ont une annulation de l'adversaire, perdaient leur combat. Statistiquement, en majorité, perdaient leur combat. Il y a plusieurs ceintures à l'UFC qui ont été gagnées en short notice. Tu sais lesquelles? Non, allez, vas-y. Mais non. Anderson Silva, c'était. Non, c'est. Comment il s'appelle? Celui qui a battu. Bisping. Oui, Bisping contre Luke Rockhold. Oui. 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Il y a des carrières qui ont explosé par des short notice. Volkan Ozdemir. On l'appelle en short notice pour servir de chair à canon. Et il va faire 3 victoires successives qui l'amènent à la ceinture de l'UFC. Tu peux dire ce que tu veux. Il a perdu contre DC, mais il a perdu contre un coach. Et aujourd'hui, le salaire d'Ozdemir, de Volkan, n'est plus jamais le même parce qu'il est passé sur un autre niveau de combat, accélération de carrière parce qu'il a pris certains short notice. Et au-delà de ça, il y a le côté récompense. Peu importe les résultats de Kevin Holland, l'UFC tient compte quand même du fait que tu as sauvé l'événement. Ce n'est pas une valeur sûre, c'est une affaire d'humain. Mais moi, je sais que humainement, les promoteurs savent combien de fois c'est coûteux d'avoir un événement sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a step in, qui est venu, qui est rentré, qui est monté dans l'octogone. Et donc, il l'a voulu ce combat-là. Dès le forfait de Darren Till, il a harcelé tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est comme ça, parce que voilà quoi, c'est main event. C'est le palmarès qui monte. Et puis, c'est à l'audace qui réussit à gagner ses combats. Ouais. Maintenant, moi, il y a un autre truc sur sa défaite qui n'est pas simplement du short notice, c'est qu'on a un Kevin Holland qui n'est plus lui-même. Ok. Moi, je la trouvais quand même plus encourageante, cette défaite contre Vettori, que la défaite face à Brunson. Parce que contre Brunson, tu vois, il n'écoutait pas du tout son corner. C'était très, très bizarre. Oh non. Moi, je trouve que celle-ci, elle est pire. Oh. Ah oui, je vais t'expliquer mon point de vue. C'est que il n'écoute pas son coin. Effectivement, il n'est pas concentré. Il fait n'importe quoi. Et donc, on peut dire, le jour où il est concentré, c'est mieux. Là, il arrive concentré. Sauf qu'il va à l'autre extrême. Le mec était bavard, il était relâché, il faisait des blagues, il arrive, il va être archi sérieux. Et du coup, il n'a pas de solution. Je vous disais tout à l'heure que le fatalisme, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir en MMA. Attention, ce que je vous dis là, fait de moi quelqu'un qui peut donner l'impression qu'il peut faire ce qu'il demande à ses élèves de faire. Non, je vous rassure, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas pu le faire. Ce sont des gladiateurs du futur. Ce sont des mecs qui sont exceptionnels. Ils ne sont pas comme toi et moi. Et donc, je peux me permettre de leur dire, vous n'avez pas le droit de fermer la garde au sol et d'attendre. Ce n'est pas possible. C'est du fatalisme. Ça veut dire, je n'ai pas de solution. Je suis au sol. Tu vas me dominer. Au bout du run, j'aurais perdu, mais je reste au sol et je ferme ma garde. Non. Fermez votre garde sur un mec avec lequel vous êtes supérieur au sol et vous pouvez monter les jambes en escalier et commencer à attaquer des soumissions. Essayez de super, mais ce fatalisme de dire, bon, il est sur moi, c'est pas grave, je vais me reposer, je vais me refaire plus tard, ou en fait, je suis dos au mur et je dis, je vais attendre un peu, je vais me faire, je vais pas bousculer. Non. Battez-vous comme un beau diable parce que les juges comptent tout petit effort que vous faites. Donc, non, moi, elle n'est pas encourageante parce que ça veut dire que j'avoue que si on va au sol, c'est mort. J'ai dit à toute la division, là, Nassourdine, on le met demain contre Kevin Holland. Je saute de joie. Pour être honnête avec toi, j'ai déjà écrit pour demander
dire que Nassourdine était chaud à affronter Kevin Holland. Parce que, vu le niveau de lutte de Nassourdine, on sait comment battre Kevin Holland dorénavant. S'il ne gère pas ce problème, s'il a un mec qui sait boxer comme Nassourdine, qui lui avance dessus et qui peut poser les mains sur lui, il va passer une sale soirée. Ouais. C'est pour ça que cette défaite est un très mauvais signal pour lui, pour quelqu'un dont je suis fan, quoi. J'aime beaucoup son style de combattre, de boxer, et je trouve qu'il devrait régler ça rapidement. Pas simplement en apprenant la défense de lutte, mais surtout en mettant en place un système de déplacement optimal. Et plus globalement, toi, justement, par rapport à ces short notice, moi, ce que je trouvais un peu moins gênant aussi face à Marvin Vettori, on va dire, par rapport à Derek Brunson, c'est que sur le papier, on va dire, Derek Brunson, on était sur du 50-50. Là, contre Vettori, Vettori devait gagner, et pour moi, il était grandissime favori. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu moins ce côté. C'est quand même compliqué pour lui. Ou comme, tu vois, le premier Ousmane contre Masvidal. Masvidal est prévenu à 6 jours. On sait que ça va être très compliqué pour lui. Finalement, on n'a pas, tu vois, on n'a pas un combat qui est étincelant, mais sur le papier, ça allait être très, très compliqué contre Masvidal. Là, tu as aussi ce côté, le combat qui va arriver le 24 avril, bien évidemment, on va reparler dans King of the G. Et là, les deux ont un camp d'entraînement complet. En tout cas, sur le papier, de ce que dit Masvidal, ça doit être quelque chose de différent. Mais pour les short notice, plus globalement, Fernand, toi, qu'est-ce qui fait que tu vas les accepter ou les refuser en fonction de soit de l'opportunité ou soit du type de combattant? Parce que, par exemple, la short notice d'Alan Bodo contre Tom Aspinall, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne short notice. Pourquoi c'était bonne chance? Oui, voilà. Parce que pour le coup, tu vois, on est dans une situation où tu as Alan qui n'a pas combattu depuis un certain temps, qui a déjà eu aussi ce côté, tu vois, tu as déjà eu une défaite en carrière, donc tu risques pas de perdre ce fameux zéro où aujourd'hui les gens accordent de plus en plus d'importance en MMA, et tu es contre un prospect qui est hyper chaud chez les poids lourds. Et en plus, ce prospect se retrouve sans adversaire. Donc, quelque part, si tu fais un combat qui est assez intéressant, les gens vont se dire, de toute façon, t'arrivais, ça allait être très compliqué pour toi, donc on s'attend tous à ce que tu perdes. Si tu montes des choses, les gens vont faire, ah putain, on a envie de le voir la prochaine fois. Et là, je trouve qu'il a coché toutes les cases, comme quand Tony Ferguson avait affronté, je sais plus, un mec qui a plus montré grand-chose après. Mais tu vois, tu sais, une situation où c'est sur le papier, on se dit que ça va être très, très compliqué. Finalement, les gens ont découvert Alan Bodo, et puis deux, il est à l'UFC maintenant. C'est ça. C'est exactement ça. Tu as quasiment tout couvert. Ce que je vais dire, c'est que je calcule risque-bénéfice. En gros, Alan Bodo, bon, c'est un bon combattant, mais il n'est pas connu. Mm-hmm. Donc, de toutes les façons, même si l'histoire s'arrêtait aujourd'hui, Alan Bodo a la carte de visite de l'UFC. Alors, c'est devenu à la mode pour tout le monde de dire oui, je m'en fous de l'UFC, moi je ne vais pas là-bas pour juste combattre une fois, moi j'y vais pour devenir champion de l'UFC. Tous les beaux discours qu'on a entendus, on a vu plein de gars faire ça. À l'époque, c'était la mode. Tom Duquesnoy arrivait, il disait moi je ne vais pas là-bas pour perdre, moi j'y vais. Quand je vais y aller, c'est pour déchirer tout, je vais prendre la ceinture. L'UFC, ça a son importance. Aujourd'hui, Taylor Lapillus, il est sorti de l'UFC, mais c'est un grand entrepreneur, c'est un grand... il a des restaurants, c'est un communicant suisse, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur commentateur sur UFC Fight Pass et sur RMC et tout. C'est parce que il a eu l'étiquette et la carte de visite de l'UFC que ces opportunités se sont ouvertes. Si tu sais capitaliser, aujourd'hui, Alan Bodo, ses revenus sont corrects. Il a des sponsors qui permettent qu'il s'en sorte. Parce que carte de visite UFC, même pour son développement personnel, dans ta famille, autour de toi, tu sens un peu plus d'intérêt parce que tu es un combattant de l'UFC. Et cet effet-là va booster un peu ta vie, tes actions personnelles. Même pour ta manière de t'entraîner, quand tu te sens investi d'une mission parce que tu es dorénavant appelé combattant de l'UFC et tu sais ce qui t'attend, tu t'entraînes beaucoup plus, tu t'investis beaucoup plus, tu mets un peu plus d'énergie. Donc, quand tu fais tous ces calculs, tu te dis, OK,
Alan, si je le signe, effectivement, il peut perdre le combat. Mhm. Mais s'il perd le combat, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu contre Thomas Spinal, l'un des meilleurs. Et sauf qu'on sait que de toutes les façons, tu peux être archi préparé. Ce n'est pas un short notice, mais tu perds quand même le combat. Enfin, il y a des gens plus forts que toi. On a Mhm. préparé correctement le combat avec Yon Couté là-bas pour Ankalaev ou pour, je sais pas moi, on prépare bien les combats. Et puis finalement, Yon Couté là-bas, il va perdre le combat. On a préparé très bien le combat de Nassourdine contre Philos. Philos, mais malgré tout ce qu'il a donné Nassour, on a quand même perdu le combat. Bon, tant qu'à faire, si je perds le combat et qu'en même temps, je capitalise et que j'ai une visualisation où j'ai un contrat avec 4 combats dessus et qu'en plus l'UFC me doit quelque chose, ce n'est pas que je le dis, c'est verbalisé. C'est-à-dire que quand Alan Boudou est parti sur le dernier combat de Dos Santos, il y a l'adversaire de Spivak, le poids lourd, qui vient d'entrer dans le top 15, je crois. Spivak, son adversaire s'est blessé. Et du coup, Mick m'a appelé pour me demander est-ce que je peux mettre Alan dessus. Parce Mick que Ménard, le matchmaker de l'UFC. voilà, Mick Ménard, le matchmaker de l'UFC, m'a appelé. Parce que ce qu'on fait au management, c'est qu'on paye en avance les visas des gars pour les États-Unis. Là, Alan Boudou a son visa pour les États-Unis. Là, on vient d'avoir le P1 visa de travail de Taylor Lapillus pour les États-Unis. Donc, sur les prochains voyages d'Alan Boudou et de Cyril Gann, on va mettre comme coach à l'intérieur Taylor Lapillus, de façon à ce que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse en bantamweight ou même en featherweight, que Taylor puisse le remplacer en short notice. Donc, on fait tout pour pouvoir accélérer les carrières. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à l'histoire de Dos Santos, c'est que quand l'adversaire de Spivak se blesse, Mick Ménard me demande est-ce que Alan peut l'affronter? Puisqu'il est sur place, il a son visa de travail, donc légalement, on peut le payer. Il n'est pas entré avec le visa de touristique, il est entré avec le visa de travail, donc il peut combattre. Et en gros, ce n'est pas possible, Spivak ne le fait pas finalement. Mais en tout cas, ce que j'ai comme discussion avec lui, c'est que Mick, Alan peut le faire. Mais j'espère que tu ne le sanctionneras pas s'il perd le combat. Sa réponse était claire et limpide. Il faudrait un bâtard pour pénaliser un mec qui m'a rendu service. Voilà sa réponse. Ça veut dire que tu sais que, donc du coup, on a pris la décision puisqu'on discutait Benjamin, Safati, Cyril, Alan Boudou. On avait une petite fenêtre de 30 minutes pour décider rapidement. Et donc, j'ai dit, les gars, vous en pensez quoi? Je veux vos avis, ensuite je vais donner mon avis. Et donc, il donne l'avis. Alan dit, moi, je suis chaud bouillant. Moi, je suis chaud bouillant. J'ai fait tout le camp d'entraînement de Cyril. Je suis chaud bouillant. Cyril dit, moi, je viens de regarder le combat. Le mec, il est bon, il est relou, ça va être un match dur. Mais on a quoi à perdre? On sait que Alan Boudou est imprévisible et qu'il peut surprendre et qu'il peut gagner. Même contre Aspinal, il aurait pu gagner. Il a un coup de coude qui est passé à ça du menton d'Aspinal. Ça passait, le gars est tombé. Donc, on va décider là, rapidement. C'est un bon risque à prendre. C'est un très bon risque. On a un choc notice de 48 heures. Mais on dit c'est un bon risque à prendre. Parce que si jamais on fait ça et que ça passe, c'est une histoire à raconter. Et si jamais on loupe, parce qu'on sera sur 2 défaites, l'UFC a garanti qu'ils tiendraient compte du fait qu'on leur a sauvé la mise. À partir de ce moment, je vais choisir de valider le combat. Donc, les short notices, c'est toujours dépendant de ce que ça apporte derrière. C'est qui tu vas affronter, quelle lumière ça t'apporte et quelles sont les conséquences et les bénéfices que tu auras. C'est-à-dire que quand tu mets ça sur la table, tu vois les conséquences, tu vois les bénéfices, tu planches. Des fois, tu vas dire, OK. Donc, la règle de dire, quand on fait une analyse vidéo avec le comité des sages, si jamais on n'est pas sûr à l'unanimité qu'on a
60% de chances de gagner le combat, on ne valide pas le combat, elle change et elle devient, même si on pense qu'on a 30% de chances de gagner, à partir du moment où on pense que l'opportunité d'après va être bénéfique, alors on valide. Concrètement, à l'époque, quand j'ai signé Taylor à l'UFC, Taylor devait affronter Denis Siver, un ancien, un vétéran, un solide. Je pense qu'il était à une trentaine de combats quand Taylor avait 8 combats. Et donc, les 8 combats étaient des combats de pancras. Mais en gros, quand j'ai proposé le combat à Taylor, short notice de 2 semaines, il m'a dit, Loking, moi je crois en toi. À l'époque, il ne m'appelait pas Loking, on ne m'appelait pas encore Loking, il m'appelait Papa Lopez, moi je crois en toi. J'avais le surnom de papa. Et donc, il m'a dit, je crois en toi, si tu me dis c'est bon, on y va. Je lui ai dit, je pense que c'est bon. Je lui ai dit, par contre, je vais être honnête avec toi, je pense que tu vas perdre. Je pense qu'il y a une forte possibilité que tu gagnes. On va miser ça sur une seule technique. On a misé ça sur la clé de talon de Karl Amoussou. C'est Karl Amoussou qui l'avait fait au Bellator, cette clé de talon où je suis en ceinture arrière. Je roule et je reviens en reverse, en face, et je te fais tomber et j'ai ma clé de talon. À l'époque, Taylor était très concentré sur les soumissions et les clés de talon et je me suis dit, c'est la clé pour battre Denis Siver, qui n'était pas très bon au sol, qui était un bon kickboxer. Et donc, on avait une fenêtre de tir pour moi que j'évalue à 30%, en disant, on va aller à l'UFC, tu as 30% de chances de gagner le combat par clé de talon. Si tu perds la clé de talon, tu vas manger. Tu vas manger, mais derrière, on aura le contrat de l'UFC et on va se refaire sur les 3 combats d'après. Et comme par hasard, parce que des fois, il faut aller de l'avant, il faut tomber de l'avant, on a eu de la chance. Il est signé à l'UFC. La commission athlétique de la Suède refuse le combat en disant, nous ici en Suède, on est très strict. Le différentiel d'âge, le différentiel de palmarès fait que Taylor ne va pas combattre ici. Mais Joe Silva le garde dans la carte, sur le roster de l'UFC. Et on va lui donner un jeune combattant, un Taïwanais qui a à peu près son âge, qui est aussi expérimenté que lui à l'UFC. Du coup, à partir de ce moment, masterclass de la part de Taylor. Il va descendre le mec, je ne sais plus à quel round, mais en gros, il va le battre. Ensuite, il va prendre le japonais, Sasaki, qui est devenu après un monstre à l'UFC. Il va le prendre, il va le mettre pareil, je crois, KO deuxième round. Et il va être dans le record des 5 meilleures entrées de cette année-là à l'UFC. Est-ce que tu vois le destin un peu du truc? Parce qu'on a cru, parce qu'on a pris un short notice, voilà les fenêtres que ça a ouvert. Alors que, pour la petite histoire, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai un autre élève qui aujourd'hui, ça reste quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Shaban Shavera, qui est un de mes élèves, à qui je propose le combat. En premier, puisqu'il était plus 66, et Taylor était 61 kilos. Le combat se faisait à 66 kilos. J'appelle Shaban et je dis à Shaban, est-ce que j'ai un combat pour toi? Est-ce que tu veux bien aller faire un sparring? Si je t'appelle qu'on aille faire un sparring, donc je fais de la préparation mentale là, si je t'appelle pour aller faire un sparring en Allemagne contre un mec qui s'appelle Denis Siver, tu me dis quoi? Bah, on y va et tout, on va faire du sparring, c'est un stage, on fait du sparring, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, si je te dis que le sparring se passe à l'intérieur de la cage de l'UFC, tu dis, il dit, wow, c'est quoi ça? Je lui dis, est-ce que tu es chaud? Oh non, ça fait un peu short, c'est un peu court. Je pense que je lui ai dit à l'intérieur d'une cage, je ne lui ai pas dit l'UFC. Je pense que c'est ça. Parce qu'après, quand il m'avait reproché, quand Shaban m'avait dit,
Mais pourquoi tu m'as pas dit, j'aurais tout fait, j'aurais cuté, j'aurais tout fait, j'aurais enlevé 12 kilos s'il le faut. Je pense que c'est ce qui s'était passé. Je me rappelle plus, mais je pense que je lui avais dit, il m'avait dit, oui, mais tu ne m'as pas dit que c'était l'UFC. Si tu m'avais dit que c'était l'UFC, je faisais tout pour cuter. Bref, moi, je prends la température pour voir comment il se sent physiquement et combien il a de poids à perdre. J'appelle Taylor et Taylor dit, je me rappelle, il était dans la voiture avec Damien quand je les appelle au téléphone. Et Taylor dit, moi, je suis chaud. Si tu me dis que c'est bon, qu'on peut, que c'est une bonne façon de faire, on y va. Et son frère qui est à côté, il dit, Papa Lopez, moi, je suis chaud. Si Taylor n'est pas chaud, moi, je suis chaud. Tu vois, chaud, tu vois. Et donc, du coup, c'est cette ambiance-là qui nous a amenés sur ce contrat à l'UFC. C'est pour ça que moi, les short notice, je les vois différemment. Ce sont des opportunités. Il faut savoir les capitaliser. Il faut cependant calculer le risque et les bénéfices qui sont derrière. Et ben voilà, je pense que les gens seront ravis de cette réponse, particulièrement exhaustive. Bien, une fois qu'on a passé les short notices, il y a de multiples sujets. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez en commentaire. Et puis ensuite, on en sélectionne quelques-unes et nous y répondons la semaine qui suit. Donc là, on a une question. Et tu en avais un petit peu parlé, donc ça, c'est un petit peu la suite. Hein, quand tu parlais du cas justement de Rieslen. Donc c'est UUO qui pose cette question. Quel genre d'entraînement psychologique fond devraient faire les combattants de haut niveau? Il n'y a pas une méthode précise. Je vais déjà prendre les précautions oratoires pour répondre à cette question parce que je ne suis pas préparateur mental. Je n'ai pas fait d'études spécifiques sur la préparation mentale. Les études que j'ai faites ont eu trait aux émotions, à la gestion des émotions, à la définition du stress. On sait que le stress est défini comme un peu comme quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui arrive, et souvent quelque chose qu'on appréhende parce qu'on ne l'a pas encore fait dans le cadre du combat, même si on a déjà combattu, on n'a pas encore combattu ce type d'adversaire. Et donc, du coup, on se pose des questions. Il faut comprendre le mécanisme du stress pour qu'on puisse l'aider. J'en avais déjà parlé lors d'un précédent épisode où je vous parlais un peu du système nerveux central en vous disant que le système nerveux central avait deux parties, dont l'une était le système nerveux somatique, ce système nerveux qui permet de faire l'action de ramasser, de frapper, voilà quoi. Je commande et mon muscle, le cerveau envoie un signal électrique dans le muscle qui va faire l'action que je veux. C'est ce qu'on appelle le système nerveux somatique. En parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif qui, lui, bosse tout seul, comme son nom l'indique, neurovégétatif. Donc, tu as, pendant que je suis en train de te parler, je digère le bol alimentaire que j'ai pris ce matin parce que l'estomac le fait tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Pendant que je suis en train de te parler, mon cœur bat. Diastole, systole, ça c'est le système neurovégétatif qui s'occupe de faire battre mon cœur. Je n'ai aucune action que je fais dessus. Et donc, le phénomène du stress et de la peur, quand on a ce truc-là qui est inconnu, qui arrive, le mécanisme du corps se met en route parce que dans le système nerveux neurovégétatif, il y a deux autres parties, dont le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, ça va être celui qui t'alerte quand tu es en danger, quand on t'annonce que tu as un combat, ton cœur se met à battre. C'est parce que la peur fait que naturellement, le corps humain se modifie et va pomper un peu plus de sang, parce que dans le sang, il y a de l'oxygène, donc te donner un peu de la capacité respiratoire. Parce que tu auras la pupille qui va se dilater et que tu auras donc une acuité visuelle, tu auras l'ouïe qui va être plus fine, tu auras une décharge de morphine, d'adrénaline, de noradrénaline sur la colonne vertébrale, tu auras une amplitude respiratoire, un volume de gestion systolique un peu plus énorme, toutes les constances en fait qui vont se pomper pour que tu fasses face au danger du stress que tu as. Donc, quand ton cœur bat et que tu as peur à quelques heures du combat, que tu le veuilles ou non, c'est quelque chose qui monte et que les combattants vont décrire comme quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et quand c'est la première fois, ils disent, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à m'échauffer. Ça m'est arrivé une fois dans les vestiaires du combat de Francis contre Luis Enrique. On commence l'échauffement.
il tape sur les pattes d'os et sa main, il n'arrive pas à le faire. Il est mal à l'aise. Il tape et me dit, je ne sais pas ce que j'ai. J'étouffe là, je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à faire 1, 2, je ne suis pas bien. Et je pose les pattes d'os et je m'assois avec lui. Je dis, viens t'asseoir. Et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Je lui explique ça complètement en lui disant, c'est ça le phénomène en fait qui t'arrive. C'est que ton cœur sait que dans quelques minutes, tu vas te péter avec quelqu'un. Et donc, du coup, simplement, comme, pour parler cru, quoi, tu vas bagarrer. Et donc, l'idée, en fait, de cette confrontation physique te met un niveau te met tous tes alertes, toutes tes constances en alerte. C'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Mais quand tu réfléchis comme ce que toi et moi on est en train de faire et qu'on est en train de rediscuter sur ce qui t'arrive, et que tu prends conscience qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est un sport encadré dans un espace délimité, avec un temps limité, avec des règles, ton système sympathique va prendre les choses en main, il va baisser les constances et va te remettre dans le bon chemin. Voilà un peu les principes à comprendre dessus. Ensuite, il y a plein de méthodes qui se passent. Nous, au MMA Factory, on a 3 préparateurs mentaux. Christina, qui a une méthode bien particulière à elle, qui va jouer sur la visualisation. On a Ousmane, qui va à la fois travailler sur des méthodes très scientifiques de la préparation mentale avec des idées de points d'ancrage positifs et points d'ancrage négatifs, mais aussi aller jusqu'à l'hypnose. On a Benjamin Barreau-Hussein, par exemple, qui travaille, lui, sur les émotions. Lui, il est un gars qui gère, il a fait des études pour gérer les émotions. Ce sont des personnes extrêmement qualifiées, très diplômées. C'est pas une, voilà quoi, même s'il y a un peu de sensation dans ça, c'est ce que je fais en tant que coach. Quand tu es coach, ça veut dire que tu as plusieurs casquettes. La casquette d'entraîneur, la casquette de masseur, la casquette de préparateur physique, parce qu'à certains moments, quand tu es en train de demander pendant un exercice à ton élève de frapper plusieurs fois sur les pattes d'ours, il y a un peu de préparation physique finalement. Il faut connaître quelques notions de la préparation physique. Quand tu es en train de parler de vous êtes à table et que tu es en voyage avec ton gars et que tu lui donnes un conseil d'alimentation vu ce qui va combattre tout à l'heure, il te pose la question, coach, je pense que je dois manger combien de temps avant de combattre? Tu vas lui dire, écoute, le gros, quand tu as un aliment très lourd, quand tu manges très lourd, tu as maximum 3 heures à avoir pour la digestion. Et donc, du coup, tu deviens un peu un nutritionniste, un peu un conseiller en diététique sportive. À chaque fois que tu es coach, tu as toutes ces casquettes que tu dois switcher. Moi, en tant que coach, des fois, je prends la casquette de préparateur mental, mais vraiment à dose homéopathique, avec des connaissances que je juge authentiques. Je vais tout faire pour ne pas mentir à mes élèves. C'est la première des choses. Je ne veux pas dire quelque chose qui est faux, même si c'est pour encourager. Dire à mon élève, c'est ton jour aujourd'hui, hein, tu ne rates pas ça, hein, c'est ton jour aujourd'hui, hein, tu le tues, hein, tu vas le tuer, hein, t'inquiète pas, tu vas le tuer, c'est rien. C'est inutile. Ça peut marcher sur des personnes pas très futées. Un élève qui est intelligent, qui sait ce qu'il fait, qui est carré, il va te regarder, il va comprendre que tu te moques de lui. Les gens ont besoin d'être cartésiens, que tu apportes des vraies valeurs. Ils sont en proie au doute. En gros, quand je parle simplement de la préparation mentale à des personnes, je vais consigner ça comme si on avait 2 oiseaux sur 2 épaules. On a un ange ici qui te rappelle tout ce qui est positif, les points d'ancrage positifs. Tu t'es entraîné sur du 6 minutes au lieu du 5 minutes. Tu es capable de faire 5 rounds de 5 minutes parce que tu as fait 6 rounds de 6 minutes à la salle. Voilà un point d'ancrage positif. Tu t'appelles Alan Bodo, tu t'es entraîné avec Cyril Gane. Cyril Gane, c'est le numéro 4 mondial. Ça, c'est un point d'ancrage positif. Ton adversaire que tu vas affronter, il n'est même pas dans le top 15. Tu es au MMA Factory, c'est une très bonne salle où on fait de la très bonne pédagogie. C'est un point d'ancrage positif. Les ancrages négatifs, c'est j'avais raté une séance d'entraînement
c'est peut-être en train de, je vais le ressentir. À la pesée, j'ai regardé ses mollets, il a des gros mollets. Je pense que s'il me met un kick, je vais le sentir, ça va être mal. Il y a 7 jours, j'ai fait l'amour alors qu'on était en camp d'entraînement. Peut-être je vais le regretter. Tous ces petits trucs sont des points d'ancrage négatifs. Le but, en fait, pour un athlète, c'est de se rappeler qu'il doit avoir au moins 2 tiers de points d'ancrage positifs pour pouvoir lutter contre le tiers de points d'ancrage négatifs. Parce que à chaque fois que tu penses au petit moineau ici qui te chuchote des trucs, ah, c'est bien, tu vas gagner, il y a toujours le petit moineau ici qui essaie de te chuchoter des trucs comme quoi tu ne vas pas gagner, comme quoi tu vas être faible. Et c'est ce qui s'est passé samedi dernier. À un moment donné, Rislaine, elle me dit, je ne suis pas bien, je stresse. Parce que je ne sais pas quoi, je n'ai pas été bien, mon mari devait être là, il n'est pas là. En plus, sur l'entraînement, je ne me suis pas entraîné comme d'habitude. D'habitude, quand je fais des longs camps d'entraînement, je combats de ouf, je fais des gros sparring. Là, on n'a pas fait de gros sparring, là, point d'ancrage négatif. Mais très positif parce qu'elle s'ouvre. La pire des situations, c'est quand tu as un élève qui ne s'ouvre pas, qui ne te déclare pas ce qu'elle vit, qui ne dit pas ce qu'elle vit, qui fait semblant d'être fort et qui fait de l'autosuggestion négative. Parce que l'autosuggestion, c'est une bonne méthode. Quand vous entendez Stylebender, Israël Adesanya, il est au 5e round, début du 5e round, son combat contre Gastelum. Et il dit, I'm ready to die today. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Je suis prêt à mourir. C'est son autosuggestion de dire, quand je repars là sur le 5e round, je donne tout ce que j'ai. Je m'en moque complètement. C'est mort. Je suis prêt à aller au bout jusqu'à mourir aujourd'hui. Ça, c'est de l'autosuggestion positive. Maintenant, il y a de l'autosuggestion qui peut être pas positive parce que tu te mens ou tu dis des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu te mens en disant, je suis bon, je suis prêt, je vais le tuer. Alors que tu n'es pas prêt et tu le vocalises, tu dis à tout le monde et au fond de toi, tu es jugé par ça. Dans le cas de Rislaine, elle me pose ce problème et je vais parler avec elle. Mais je ne vais pas mentir. Je vais dire, Rislaine, j'ai juste une question à te poser. Là, ce soir, dis-moi ce que tu appelles. La petite jeune fille, elle a 20 piges. Elle est sur 2 victoires. Elle n'a jamais connu la défaite. Je connais son manager. Son manager l'a placée au Bellator. Si elle gagne, elle va au Bellator. Qu'est-ce que tu appelles? Toi, tu n'as rien à perdre là. Ton plan pour l'UFC, il est foiré. Ta soirée, tu es là juste pour kiffer. Considère-toi comme un musicien, comme un artiste à qui on a donné l'occasion d'être main event et de donner le show. Va donner de l'entertainment. Va donner le show. Arrête de te poser des questions. Au point où on a quoi à perdre? Tu as 34 piges. Tu as quoi à perdre en fait? Il n'y a plus rien à perdre. Tu y vas, ça passe ou ça casse. Tu donnes ce que tu as donné. On s'en moque. Les gens ne sont pas là pour te juger. Voici ce qui se passe. Nous, là, qui sommes avec toi, qui t'aimons dans ton coin, Christian Pumbou, Nicolas Hott, imaginons le pire des scénarios. Tu as perdu ton combat. Tu sors du combat. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Tu crois qu'on t'aime moins? Mais on va toujours t'aimer. On s'en moque. Rien ne va se passer de nouveau là. Il n'y a rien de nouveau. Cette petite fille a 20 ans. Elle est judokate niveau européen. Tu as été judokate niveau mondial. Elle est à la position où tu étais il y a 2 ans, quand tu as fait la ceinture de main event en Afrique du Sud. Elle est en train de faire son premier main event maintenant. Voilà les paroles concrètement que je lui ai données pour la ramener sur les points d'ancrage positifs, lui ramener la positivité et sortir de la négativité. Je ne sais pas si c'est le bon cheminement, puisque comme je vous dis encore sincèrement, je n'ai pas fait d'études sur la préparation mentale. Je ne m'y connais que par quelques lectures de la littérature que j'ai faite. Cependant, je sais que ça a été bénéfique, ça a marché. J'ai beaucoup, de ce jour-là à aujourd'hui, j'ai reçu 2 textos très gentils de la part de Rislaine qui remerciaient le fait que je l'ai remotivé, que je l'ai mise
sur le bon spot pour aller combattre. Et voilà comment je vois les choses. Tonton lui a aussi parlé. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Certainement, il a trouvé des bons mots pour lui dire des choses intéressantes qui pourraient la remotiver. Il y a l'autosuggestion. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie d'être rapide. Je vais me donner des niveaux. Je veux être rapide. Une semaine après, je commence à me dire 20 fois par jour, je suis rapide. Une semaine après, je vais toujours dire 20 fois par jour, je suis rapide comme l'éclair, je suis intouchable. L'autosuggestion va nous amener à ce qu'il y ait un croisement entre la réalité et la volonté. Et que ça arrive au point où on commence à mettre ça en réalité parce que comme je déclenche la vitesse, je la connecte avec mon cerveau et je veux qu'elle se déclenche. C'est une possibilité. Il y a la visualisation, la sophrologie. Il y a plein de méthodes comme ça. La visualisation, c'est visualiser complètement le combat. Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec l'UFC 4. Je pourrais imaginer un combat entre Volkov et Cyril Gane. Je vais choisir Volkov, Cyril Gane sur PS4. Je visualise le combat et je me débrouille pour que Cyril Gane mette un crochet à Volkov. Volkov tombe. Et puis derrière ça, je vais prendre la vidéo, puisque tu as la vidéo du combat qu'il y a eu. Et puis tu vas visualiser. Visualiser ou demander voilà, visualise le combat. Comment tu souhaites gagner contre Volkov? Comment tu te vois gagner contre Volkov? Voilà la visualisation. Et ça, c'est quelque chose que les pilotes de chasse font. À mode, j'imite l'avion, j'imite un peu le parcours que je vais faire dans les airs le 14 juillet. Je l'imite en fermant les yeux, en visualisant dans une piste. Ça permet que quand je suis dans mon cockpit, comme je suis dans l'espace pour me repérer dans l'espace et dans le temps, je visualise un peu plus ce que je fais. Donc, ça, ce sont des méthodes qui peuvent marcher. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a une courbe qui fait ça, une espèce de cloche. D'un côté, on a des personnes qui ne sont pas stressées du tout. Donc, ils sont en dessous du stress. Il faudrait les rebooster pour remonter le stress. De l'autre côté, on a des personnes qui sont tellement stressées que ça devient anxiogène, que ça devient une maladie et n'arrivent pas à performer. Au milieu, il y a ce qu'on appelle la zone de performance, la zone de réalisation. Cette zone de réalisation-là, c'est là où il faut essayer d'être. Quand vous sentez que vous avez quelqu'un qui est mou ou que vous sentez que vous êtes mou et que vous n'avez pas à vous démarrer, déclencher, vous allez faire des actions. Vous avez notamment vu des judokas qui se mettent des claques partout, qui se tapent le corps, qui se tapent la poitrine. Ils sont en train de se réveiller, se réactiver parce qu'ils ont besoin de ça. Alors qu'il y a d'autres athlètes sur lesquels on a besoin de calmer des trucs avec des méthodes comme la respiration. Je vous en ai déjà parlé, ceux qui suivent un peu mes interviews, j'en ai déjà sûrement parlé quelque part où je parle de la cohérence cardiaque. Je le fais de moins en moins à la salle parce que j'en ai, les générations de ma salle savent qu'à la fin de chaque round, je leur demande de faire de la cohérence cardiaque. Vous voyez des épisodes où à la fin du round, on fait un décompte et on dit à un athlète 9, 8, 7, machin, jusqu'à 0 avant de lui donner de l'eau. Ce moment-là, c'est le moment de faire de la cohérence cardiaque. L'opposé de la cohérence cardiaque, c'est le chaos cardiaque. Quand vous êtes en panique et que vous avez peur, le cœur s'emballe et on arrive à ce qu'on appelle un chaos cardiaque. Les tireurs d'élite, les militaires, les espions qui ont envie de tromper le détecteur de mensonges utilisent la cohérence cardiaque. L'idée, c'est de contrôler le cœur par la respiration, d'inspirer très profondément, lentement, d'expirer très profondément, d'expirer et d'inspirer lentement, de façon à ce que on puisse contrôler petit à petit et réguler les battements du cœur. Voilà à peu près tout ce que je peux dire dessus. Monsieur a été très exhaustif. Alors là, je pense que le monsieur en a eu pour son argent au niveau de la question. De la réponse, surtout. Formidable. Là, comme le temps est écoulé, parce que bon, on est à environ 1 heure par épisode, petit teasing pour ce qui vous attend la semaine prochaine. Fernand va répondre à la question de Licha75 la semaine prochaine.
pour Fernand Lopez, quel champion UFC sera le plus dur à détrôner? Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette réponse. Et puis, je vais laisser le King faire le traditionnel point réclame qui est, parce qu'il vous lit les commentaires, qui est attendu par une partie du public. Non, je ne te crois pas. Je suis sûr que tu as appelé deux amis et tu leur as dit, allez mettre dessus que vous attendez, que vous attendez la réclame. Comme d'habitude, hein, vous voyez bien qu'il y a de la passion dans ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. C'est avec plaisir qu'on le fait. Si ça vous parle et que ça vous encourage, mettez-nous un petit pouce. Tapez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis pareil, si vous rappelez-vous les haters, nous aussi, on a besoin de vous. Vous nous faites beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à nous mettre le pouce en bas et c'est toujours bien. C'est un indicateur de la vie et c'est bien. Merci beaucoup pour votre attention. À la semaine prochaine.